amazingly well in the competition and we're rooting for you all the way. Good luck, I hope you win. Bye. David Attenborough. I like bunnies. Do you like bunnies too? Ce qui a commencé comme une assemblée royale pacifique s'est transformé en le scandale royal le plus choquant de mémoire récente. Une journée tranquille dans les jardins clos du château de Windsor était censée offrir un rare répit au milieu du chaos de la vie publique. Afin de réunir sa famille constamment scrutée, le roi Charles avait organisé un pique-nique secret, loin des flashs des appareils photos et des gros titres des tabloïds. Les enfants jouaient, les parents discutaient autour de tasses en porcelaine et de bouchées savamment disposées, les rires résonnaient derrière les haies taillées et le soleil brillait d'un éclat doré sur les jardins. La famille royale a semblé n'être qu'une famille comme les autres pendant un bref instant, heureuse, souriante et sans retenue. Pourtant, la tranquillité de la famille royale est rarement ce qu'elle paraît. Des fissures profondes et silencieuses, des tensions longtemps enfouies mais non résolues entre les branches familiales et ce calme qui ne calme pas mais mijote, se cachait sous des manières soignées et des sourires courtois. Derrière les grilles, le malaise persistait comme un nuage, tandis que le public se réjouissait d'images d'unité. C'était un de ces jours où tout semblait trop beau, comme si cela cachait toute autre chose. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, les plus jeunes, se pressaient avec l'enthousiasme naïf qui accompagne les vacances royales. Les petits-enfants de Camilla, qui faisaient partie de la famille élargie mais n'étaient jamais pleinement acceptés par tous, suivirent de près. Des regards polis s'échangeaient entre les adultes. Sans connaître la complexité de leur ascendance, les enfants riaient aux éclats. Les distinctions royales entre titres et lignées disparurent dans l'herbe l'espace d'un instant. Cependant, ce fut un instant fugace. L'atmosphère changea soudain. La mâchoire légèrement crispée de Kate et son changement d'attitude, passant du sourire à l'insécurité, étaient visibles aux yeux des spectateurs. À cet instant, Charlotte se tenait immobile à côté de sa mère, ne jouant plus. Son visage était rouge et ses yeux larmoyants. Ses bras tremblants s'accrochaient à Kate. C'était une de ces photos qui ne dépassent jamais la pression qui s'exerce sur elle. Les diadèmes révèlent l'humanité pure sous cette apparence magique. Le personnel s'est regardé avec méfiance. Quelque chose s'était produit. Un événement brutal et indiscutable avait surgi, mais il n'y avait eu ni agitation ni cri. Charlotte, dans l'étreinte protectrice de Kate, en disait plus que n'importe quel titre. De plus, l'air était devenu glacial, même si le soleil brillait encore. Avant même que quiconque ait pu remarquer que la garden party idéale à Windsor avait commencé, elle était terminée. Mais qu'est-ce qui pouvait bien faire pleurer un enfant royal un jour pareil? Une seule phrase, cinglante, hautaine et glaciale, rompit le silence royal. Personne ne l'avait anticipé. Un moment qui allait résonner sur les murs du palais pendant des jours, prit fin au milieu des rires joyeux et des cris innocents des jeunes jouant à cache-cache. Des témoins ont déclaré qu'au début, l'échange entre Elisa, la petite fille de la reine Camilla, et Charlotte, deux jeunes filles, semblait anodin. Cependant, le ton a changé pour une raison inconnue. Les rires des cousines n'étaient pas en cause. C'était une pique astucieuse, une pique verbale enrobée d'une pointe d'humour enfantin. Bien que subtile, la première remarque était dure. Ayant déjà vu Charlotte faire une révérence, Elisa haussa un sourcil pour se moquer de ce geste. Elle murmura assez fort pour que le personnel proche l'entende. « C'est comme ça que les vraies princesses s'inclinent ?» Charlotte grimaça, mais resta silencieuse. Et quelques instants plus tard, l'attention fut attirée par la tenue bien choisie par Kate pour sa fille. « On dirait que cette robe a été achetée dans un magasin plutôt que dans un palais », ricana Elisa. Une fois de plus, Charlotte resta silencieuse, mais les rougeurs sur ses joues y témoignèrent de la propagation de la douleur. Le coup de grâce arriva alors, nonchalant dans sa portée, mais dévastateur par son poids. Les mots « ta maman fait semblant d'être reine, la mienne est à la vraie ?» furent un tournant dans la vie d'Elisa. Elle se lança avec une assurance bien au-delà de son âge. C'était plus qu'une simple plaisanterie. Un défi direct fut lancé. Les murmures des cercles familiaux les plus matures se répercutèrent sur cette annonce glaciale. Le temps sembla s'arrêter un instant, tandis que l'atmosphère se faisait plus dense. Ce n'était pas le cas pour une jeune fille comme Charlotte, élevée dans la dignité, l'élégance et le calme face à la surveillance publique. C'était humiliant, mais une simple insulte. Des témoins rapportent qu'elle s'est retournée brusquement, les yeux remplis de larmes et la lèvre inférieure tremblante. Le visage enfoui dans la robe de Kate, elle se précipita vers sa mère. Les membres du personnel, à qui l'on avait demandé de ne pas s'immiscer dans les affaires familiales, se regardèrent avec inquiétude. Ils avaient déjà été témoins de souffrances, mais celle-ci était incontestablement intentionnelle, personnelle et crue. Cet incident a brisé les masques fabriqués de décorum royal. Après tout, il ne s'agissait pas d'une bagarre entre deux enfants. Le pouvoir, l'héritage et le conflit croissant entre deux conceptions diamétralement opposées de la monarchie étaient tous en jeu. Pour les habitants,
Cet événement revêtait une signification symbolique. Non seulement une frontière émotionnelle avait été franchie, mais aussi une frontière institutionnelle. Il comprenait également que le contre-coup était inévitable. Les larmes de Charlotte ne marquèrent cependant pas la fin. Et ce n'était que le début. Elle ne craqua pas. Sa voix restait basse. Malgré le sang-froid de Kate, chacun sentait la tempête qui se préparait. La duchesse de Cambridge était le centre silencieux de l'attention dans le Connecticut au lendemain de la tragédie de Charlotte. Son inclination était de protéger, non de faire une scène. C'est sa marque de fabrique et elle le fait avec grâce. Se penchant doucement, Kate passa un bras autour de sa fille et l'éloigna des regards murmurés et intéressés. Pas de mise en scène, pas de réprimande, simplement une mère qui protège son enfant. Ceux qui connaissaient bien Kate, cependant, étaient conscients de la gravité de ce silence. Sachant que le silence de Kate est souvent très révélateur, Kate aurait pris le temps de consoler Charlotte dans l'aile privée de Windsor, loin de la gaieté forcée du jardin, en essuyant ses larmes et en la rassurant avec des mots doux que personne d'autre n'entendrait. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait endosser le rôle de tutrice, mais cette fois, c'était plus douloureux, car c'était la perte de respect au sein même de la famille royale qui était en cause, et non une dispute dans la cour de récréation. Bien avant que les remarques acerbes d'Elisa n'atteignent les oreilles de sa fille, Kate avait déjà perçu les signaux d'alarme. Kate se ressaisit et décida, une fois Charlotte calmée, qu'au lieu de se disputer ou d'embarrasser Camilla, elle lui parlerait de ce qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle souhaitait une discussion calme, loin de l'agitation et du faste. Camilla, quant à elle, se montra courtoise, mais méprisante. Elle qualifia l'incident de simple bêtise enfantine et le minimisa. Avec un sourire qui ne quittait pas son visage, elle aurait ajouté « Ma chérie, il ne faut pas être si susceptible à propos des disputes de cour de récréation. » Pourtant, Kate ne souriait pas. Elle voyait là bien plus qu'une simple remarque de petite fille. L'état d'esprit qui a continuellement infiltré leur vie s'y reflétait. Il y a quelques instants à peine, petite remarque, regard langoureux et arrogance contenue. Cette fois, c'est sa fille qui souffrit, même si elle avait géré ses affronts avec la patience d'une future reine. Ce fut le tournant. Elle s'abstint d'affronter Camilla en public. Elle gardait ses sentiments pour elle, les tenant à l'écart des journaux et du jardin. Pourtant, quelque chose changea ce jour-là. Une ligne fut tracée, invisible. Une version plus calme de Kate est apparue. « Oui, mais je ne veux rien dire. » Elle n'était pas seule non plus. En privé, la princesse Anne restait silencieuse mais déterminée à apporter son aide. L'ordre tacite du palais lui était trop familier pour ignorer cet instant. Elle aurait déclaré qu'aucun enfant, quel que soit son statut, ne devrait être soumis à une telle cruauté. Après cela, l'atmosphère au sein de la famille royale commença à changer. Le refus de Kate de supporter le mépris silencieux attirait l'attention de toute la famille. La réponse de William, cependant, serait tonitruante si Kate parlait plus discrètement. Tout changea en un instant de silence lorsque le regard de William croisa ce spectacle. Il discutait avec un membre de sa famille de manière informelle. Ces réunions de famille sont souvent caractérisées par ce genre de discussion informelle. Mais l'air changea quelque peu. Un grondement de mécontentement, une légère oppression. Puis, il la remarqua. Charlotte, les joues encore ruisselantes de larmes qu'elle avait lutté pour contenir. Je m'accrochais à Kate comme un enfant essayant d'échapper à quelque chose de bien plus grave qu'une égratignure au genou ou une dispute idiote. La voix de William s'éteignit au milieu. Son visage devint sévère. Ce qui s'était passé n'avait pas besoin d'être demandé. Ce n'était pas rien, il le savait déjà, et tout cela ne concernait que cela. Le prince William, cependant, resta silencieux. Au contraire, il s'écarta et partit aussitôt à la recherche des membres du personnel qui avaient suivi la conversation des enfants. Calmement mais fermement, il s'enquit. Toute une histoire, chaque geste, chaque mot, chaque inférence. Il entendit ce que ses sens lui avaient signalé. Ce n'était pas un simple commentaire désinvolte d'un bambin qui ne savait pas comment se comporter. Le ton était plus net ici. Réfléchi. Égocentrique. Pire encore, ce n'était pas la première fois. Le passé lui revint avec une clarté obsédante. Il n'était pas toujours au grand jour, mais des rumeurs de plaisanteries déplacées, de remarques méprisantes et de piques subtiles de la part des petits-enfants de Camilla avaient déjà atteint le cercle intime de la baleine. À l'époque, William s'était montré indulgent. Cette fois, c'était différent. C'était sa fille qui avait été émue aux larmes. Guillaume était conscient des conséquences de chacun de ses choix en tant que futur roi. Cependant, il était convaincu qu'une limite plus profonde et inévitable avait été franchie dans son rôle de parent. Cela n'avait rien à voir avec la compétition ou la réponse à une simple insulte. Les valeurs étaient en jeu, l'intégrité de l'organisation qu'il allait éventuellement diriger, les perspectives de la prochaine génération, et les conditions dans lesquelles ses enfants sont censés grandir. Aux yeux de William, sans principe, titres, privilèges et cérémonies étaient dénués de sens. Et maintenant, ces idéaux fondamentaux étaient l'objet d'une attaque intérieure silencieuse. Au matin, sa décision était déjà prise.
Pas de communication au palais, pas de presse, juste de l'action. Il réunit son équipe de direction pour une réunion privée au palais de Kensington. Pas d'invitation officielle, pas de procédure compliquée, simplement un moment charnière. Ce n'était plus une affaire personnelle, c'était un test décisif pour le leadership royal. Il n'était pas nécessaire d'élever la voix. Il parlait clairement, avec le poids d'une certitude absolue. Il traçait une nouvelle ligne qui dépasserait les responsabilités familiales. Ce qui se passa derrière les murs du palais allait modifier durablement la dynamique royale. En quelques mots, Guillaume redessina la lignée royale et en supprima l'accès. Ce n'était ni un choix motivé par l'orgueil ou la vengeance, ni un acte de colère. Silencieusement et avec mesure, c'était définitivement définitif. Avec seulement ses proches à ses côtés, William fit connaître sa position au palais de Kensington. La petite fille de Camilla ne bénéficierait plus des mêmes droits qu'auparavant. Révocation immédiate et inconditionnelle des invitations aux cérémonies, de l'accès aux réunions royales et même des reconnaissances informelles au sein du palais. Si le message était incisif, la justification l'était peut-être davantage. Être proche de la royauté n'est pas synonyme de royalisme. L'establishment tremblerait à l'évocation d'une telle phrase. Le palais a fonctionné pendant des décennies sur une base floue, avec des titres transmis par mariage, un accès accordé par civilité et une inclusion davantage déterminée par les liens que par la responsabilité. En réalité, Guillaume a observé une détérioration silencieuse des valeurs mêmes que la monarchie était censée promouvoir. Il s'agissait de rétablir la clarté et non de punir un jeune homme. Il s'agissait de redéfinir ce que signifiait réellement être membre de la couronne. Ce fut un événement marquant pour beaucoup. Une déclaration annonçant la fin des privilèges hérités sans responsabilité. Non pas en termes politiques, mais philosophiques, Guillaume avait posé de nouvelles limites. Il comprenait que la crédibilité, et pas seulement l'histoire, était ce qui faisait la force de la couronne. De plus, la proximité seule ne suffisait pas à établir la confiance. Celle-ci devait s'acquérir par des actes manifestement incompatibles avec les idéaux d'honnêteté, de respect et de bonne conduite. Camilla fut prise au dépourvu. Elle avait passé des années à tenter de restaurer sa réputation auprès du public, intégrant progressivement sa famille à la vie royale. Elle avait tout établi avec le roi Charles, et ce revirement était bien plus qu'une simple perte d'accès. Elle était à la fois choquée, en colère et dévastée, selon des sources proches du dossier. Elle ne perdit pas de temps. Quelques heures plus tard, elle se précipita à Clarence House pour avoir une conversation franche avec le monarque. Elle demanda des explications. Elle voulait revenir sur sa décision. Mais au lieu de résister, elle obtint quelque chose de bien plus destructeur. Mais le fossé se creusa encore davantage avec la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, de Charles. Camilla se tourna vers le roi pour obtenir de l'aide, mais elle ne reçut que le silence. Arrivée à Clarence House, elle s'attendait à tout, loyauté, revirement, déclaration. Au lieu de cela, elle dut faire face à l'une des décisions les plus surprenantes que la monarchie moderne ait jamais connue. Charles, fatigué et méfiant, refusa d'intervenir. Il était conscient du risque. Soutenir Camilla en public aurait trahi la légitimité de William en tant qu'héritier présomptif. Remettre en question le choix de Guillaume ne ferait qu'attiser les flammes qui brûlaient déjà au-delà des portes royales. Charles décida de garder le silence, espérant ainsi éteindre l'incendie. Cependant, ce silence fut plus douloureux pour Camilla que n'importe quelle punition. Pour Camilla, la trahison n'était pas une nouveauté, mais là, c'était différent. Elle n'était pas seulement en retard, elle n'avait plus la seule personne qui, pensait-elle, la soutiendrait toujours. La tension devint pesante à mesure que sa famille réalisait son isolement. Elle exprima sa fatigue à huis clos et suggéra même qu'elle pourrait se retirer des activités royales. Personne ne put déterminer s'il s'agissait de tension, de gêne ou d'un désir d'éviter la tension. Cependant, les rumeurs de retrait se firent de plus persistantes. Aux yeux du monde, elle était devenue reine consort après des décennies de conflits. Mais désormais, même ce titre semblait vaciller sous l'effet de la pression. Camilla, encerclée et blessée, chercha du regard un coupable, et son regard se posa directement sur Kate. Elle n'y vit plus qu'une remarque blessante d'enfant. Sous la direction discrète d'une femme qui avait perfectionné l'art de la persuasion sans conflit, il s'agissait d'une escalade planifiée. Selon Camilla, Kate avait opéré une distinction invisible entre ceux qui étaient nés pour le trône et ceux qui l'avaient été par mariage, en utilisant les larmes de Charlotte comme une tempête idéale pour affaiblir son pouvoir. L'action rapide de William n'a fait qu'exacerber cette anxiété. L'angoisse et les appréhensions secrètes de Camilla, cependant, furent bientôt révélées. Les secrets du palais ne sont plus jamais secrets, comme d'habitude. L'affaire fut rapidement reprise par les tabloïds. Les gros titres criaient à la colère royale, aux représailles et à la trahison. Les unes et les écrans de télévision étaient remplis de détails et de conjectures.
Les larmes de Charlotte, l'action résolue de William et la présence silencieuse de Kate aux côtés de sa fille captivèrent l'attention du public comme peu d'histoires l'avaient fait depuis des années. Et la décision du public fut rapide et retentissante. Les réseaux sociaux ont déferlé sur Kate et William, alimentant les compliments. Des hashtags comme « Futur roi William » et « Protéger Charlotte » ont fait fureur à travers le monde. Charlotte s'est révélée victime impuissante d'une société qu'elle n'a jamais cherché à intégrer, tandis que la petite fille de Camilla est devenue l'incarnation d'un luxe débridé. Les gens se sont rassemblés, non seulement pour témoigner leur sympathie, ils se sont identifiés à Kate et William, non pas comme membres de la famille royale, mais comme protecteurs protégeant un jeune homme d'une atmosphère toxique. Camilla aussi, elle est devenue un souvenir d'une époque révolue que les gens étaient prêts à laisser derrière eux. Mais ce n'était pas seulement une controverse royale, ce fut un tournant pour la confiance du public. Des parents du monde entier voyaient en leurs propres filles en Charlotte plutôt qu'en une princesse. Quelques jours après la décision du palais, un événement inattendu se produisit. Quelque chose se produisit à l'extérieur des portes du palais royal. Le récit était enflammé, car il s'agissait d'un sujet bien plus universel que la monarchie. Une petite fille, embarrassée et au cœur brisé, trouvait du réconfort auprès de millions de personnes et pas seulement dans les bras de sa mère. Le monde entier s'est mobilisé pour soutenir un enfant qu'il n'avait jamais rencontré, malgré leurs différences de langue, de culture et de pays. Au lieu de se concentrer sur les titres, ils ont examiné un moment de vulnérabilité. Tous les parents, frères et sœurs et tuteurs l'ont immédiatement compris. Les réseaux sociaux sont devenus à la fois un champ de bataille et un refuge. Chatus Protect Charlotte et Shop Team Charlotte figuraient parmi les hashtags qui ont encombré les fils d'actualité. Parents, journalistes, influenceurs et même d'anciens détracteurs de la famille royale se sont tournés vers les réseaux sociaux pour apporter leur soutien plutôt que pour se livrer au ragot. Des essais sur la parentalité, la responsabilité et la frontière floue entre protection et pouvoir ont émergé des discussions consacrées à cet incident. Charlotte avait involontairement transcendé son statut d'enfant de la famille royale. Elle en était venue à incarner l'ouverture émotionnelle, en opposition à la formalité calculatrice de la procédure royale. Au cœur de l'admiration du public se trouvaient William et Kate, non pas en tant que prince et princesse de Galles, mais plutôt en tant que deux parents qui ont accompli leur devoir comme tout bon parent l'aurait fait. Ils ont privilégié la résolution à la vengeance, la dignité au spectacle. Ils n'ont fait aucune déclaration à l'emporte-pièce, ni ne se sont précipités devant les caméras. Avec une action ferme et une détermination silencieuse, ils ont défendu leur fille. Ce qui les a vraiment touchés, c'est que la monarchie a souvent semblé distante, dépassée et attachée à des coutumes archaïques. Mais enfin, un moment d'humanité s'est produit. Une famille privilégiant l'amour à l'héritage. Sur la scène publique, la petite fille de Camilla a rapidement acquis une certaine notoriété. Ce n'était pas un signe de malveillance, mais un signe de privilège débridé. Le véritable objectif s'est avéré être le privilège qu'elle représentait. Les gens étaient contrariés par ses propos, mais aussi par ce que cela représentait. Qu'à un moment donné, l'accès avait été confondu avec l'importance. Et que le silence n'est pas une réaction acceptable lorsque quelqu'un franchit la ligne. Peu importe qui est impliqué, la décision doit être prise. Le monde a vu cela comme plus qu'une simple dispute de palais. C'était une histoire de parentalité, une histoire de morale. Lorsqu'une institution ancienne entrait en conflit avec les normes contemporaines, la population prenait position. Car ce n'étaient ni les couronnes, ni les robes qui gagnaient l'allégeance une fois le rideau tiré. C'était le simple et évident acte de défendre un enfant. Guillaume, cependant, n'en avait pas fini avec ses messages. Ce n'était qu'une première étape. Pendant des siècles, la royauté s'est traduite par des titres. Cela devait impliquer davantage, décida William. Il ne s'agissait pas simplement de priver un enfant de ses privilèges. Une déclaration avait été faite. Une audacieuse redéfinition des idéaux de la monarchie dans une société qui ne se soumet plus servilement à l'hérédité. Guillaume refusa de faire des souffrances de sa fille un spectacle pour le palais. Il en fit une politique raisonnable, indépendante du rang. Être royal ne pouvait plus être une question de privilèges hérités, selon lui. Il fallait le mériter. Sinon, même les plus proches de la couronne en seraient tenus responsables. Il a envoyé un message clair. Les diplômes ne sont pas des relations et les titres ne sont pas des boucliers. Ce n'est ni la mesquinerie ni l'animosité familiale qui ont poussé William à refuser l'admission de la petite fille de Camilla. Il s'agissait de distinguer complaisance et loyauté. La monarchie, estimait-il, ne pouvait plus se permettre de servir de refuge à des actions qui dénigraient ses propres principes. À une époque où les institutions perdent leur respect, l'authenticité est essentielle à la survie. De plus, William décida de privilégier la morale à l'apparence. Kate manifesta son objectif, comme toujours, avec une détermination silencieuse et inébranlable plutôt que par des déclarations ou des démonstrations extérieures.
Sa dignité dans la gestion de la situation envoya un message tout aussi fort que le choix officiel de son mari. Elle n'a pas appelé l'attention, elle n'a pas riposté. Elle a juste serré son enfant contre elle, est restée calme et a laissé son silence révéler le véritable problème. Elle devint en quelque sorte la référence morale de la monarchie, ferme, bienveillante et incapable de tolérer un manque de respect déguisé en formalité. Les spécialistes de la famille royale comprirent immédiatement ce qui se passait. Cette mesure disciplinaire n'était pas ponctuelle. C'était le début de quelque chose de plus grand. La réaction du public était déjà impressionnante. Historiens, experts et même anciens détracteurs ont néanmoins récemment commencé à s'accorder sur ce point. Une nouvelle monarchie se développait en arrière-plan, une monarchie qui ne s'imposait plus uniquement par l'ascendance, une monarchie qui obligeait ses membres à vivre selon des idéaux plutôt qu'à se contenter de réciter des vœux, que ce soit par le sang ou autrement. Pendant de nombreuses années, la couronne a fonctionné sur la croyance que la tradition suffisait à la maintenir. Cette illusion, cependant, s'est effondrée. De plus, Guillaume construisait à sa place quelque chose de nouveau, fondé sur le caractère. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple solution. Ce document était un plan directeur. Un futur monarque démontrait au monde son intention non seulement de maintenir, mais aussi de faire progresser la monarchie. Des questions que la monarchie ne peut plus ignorer accompagnent ce changement. Il s'agissait d'une déclaration plutôt que d'un scandale. Et ses répercussions façonneront durablement la monarchie. Il n'était pas prévu que le public sache ce qui s'était passé à Windsor. Mais une fois que cela s'est produit, cela a donné lieu à une prise de conscience plutôt qu'à de simples gros titres. Des questions que la monarchie avait longtemps évitées ont commencé à être posées en Grande-Bretagne et à l'étranger. Pourquoi ceux qui ne possèdent ni titres officiels, ni responsabilités publiques occupent-ils des postes importants lors des événements d'État? Les lignées issues du mariage ont-elles le même statut juridique que celles régies par la Constitution? Plus important encore, que signifie réellement être membre de la famille royale au XXIe siècle? Pendant des décennies, la monarchie a été tiraillée entre le monde réel et le monde légendaire. Elle prétend servir le peuple, mais elle dépend de l'opulence du cérémonial. Cependant, ces deux mondes se sont rapprochés à la suite de l'humiliation publique de Charlotte et de la réaction ardente, mais moralement saine, de Guillaume. Soudain, le rideau s'est levé. La question est désormais de savoir pourquoi ils ont un titre, et non qui en a un. Plus important encore, devrait-il en avoir un? Elisa, Camilla, ou même la procédure n'y étaient pour rien. Il s'agissait de responsabilité, de clarté et de limites. Il s'agissait de comprendre que tout ce que l'organisation prétend protéger pourrait être détruit par un accès illimité, accordé par commodité ou par affection. Et Charlotte devint, sans un mot, le nouveau visage de la fragilité royale contemporaine à ce moment précaire. C'était parce qu'elle pleurait, pas parce qu'elle portait une couronne. Avec elle, le monde entier pleurait. Quelque chose fut brisé par ce lien émotionnel. Cela a amené le peuple à affronter ses véritables aspirations envers sa famille royale, l'authenticité, et non la perfection ou le faste. Ils veulent d'abord rendre visite à leurs parents, puis à leurs héritiers. Des leaders qui défendent une cause plutôt que leur intérêt personnel. Et ils ont vu cela chez Kate et William. Au lieu de se cacher derrière la tradition, ces deux individus l'ont contournée, protégeant leur fille et changeant leur héritage. Les experts y voient déjà un tournant, tant dans le développement de la monarchie elle-même que dans le parcours personnel de Guillaume. L'accent est passé du cérémonial hérité à la crédibilité acquise. Cela a démontré que le leadership dans la monarchie contemporaine repose sur des actes reflétant les idéaux du peuple qu'elle entend représenter, et non sur des privilèges de longue date ou des proclamations royales. Cet exemple a établi une norme. La distinction entre inclusion cérémonielle et qualification morale est clairement établie. Cela met les prochaines générations royales au défi de réfléchir non pas à qui elles sont, mais plutôt à qui elles souhaitent être. Car ceux qui ne dirigent nos pas avec intégrité seront dénoncés par le monde et aucun faste ne les protégera. Les lois de tout un royaume ont peut-être été changées par les larmes d'une seule fille. Et les implications de tout cela commencent à peine à se préciser. Partagez vos réflexions dans l'espace réservé aux commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Nous vous remercions de votre temps. Nous espérons vous retrouver dans la prochaine vidéo.